Ton premier film s'appelle Paris nous appartient. Voilà, Paris c'est ça. Et immédiatement, il y a une petite phrase qui dit « Paris n'appartient à personne », signé Charles Péguy. Oui. T'y crois? Mais les deux sont de Péguy, puisque Paris nous appartient, c'est aussi Péguy qui le dit un paragraphe avant, en faisant tout un développement sur le fait que Paris n'appartient pas seulement aux personnes qui se lèvent tôt, comme le dit le vieux proverbe, mais aussi aux personnes qui restent à Paris pendant l'été et qui, pendant l'été, préparent l'hiver qui va venir. Et je sais pas, ça m'avait plu de commencer par cette affirmation-négation qui était un mouvement dialectique, pour employer un mot prétentieux, qui éventuellement après serait repris par la narration, en tout cas par le... De toute façon, le cinéma aussi, c'est affirmation, négation, c'est dialectique, puisque c'est l'image, le noir alterné sur l'écran. Ouais, l'alternance du jour et de la nuit. Ouais. Mais Paris nous appartient, il y a le mot appartenir. Qu'est-ce qui t'appartient, toi? Qu'est-ce qui appartient à qui que ce soit? Je crois qu'en dehors de sa propre peau et en dehors, et même est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle nous appartient, qu'on en est le propriétaire? C'est un sentiment qu'on n'a pas toujours, qu'on a parfois et qui... Parce que tu as fait des films, on peut dire, bon, ton œuvre t'appartient, mais même ça, est-ce que tu le Non, dirais? ça n'appartient pas, ça n'appartient pas. C'est au contraire que s'il y a quelque chose dont on est dépossédé, si j'ose dire, c'est bien les choses qu'on a faites, qu'on croit avoir faites. Et c'est des choses qui ne nous appartiennent jamais, ni avant, ni pendant, ni après. Je pense que c'est la même chose pour les écrivains, même pour les peintres qui parfois peuvent regarder leur tableau longtemps. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'un écrivain écrit un livre qu'éventuellement il aimerait lire, encore que je ne crois pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. Et c'est ceux-là qu'on ne peut pas lire, en tout cas. C'est sûr qu'en tout cas, les seuls films que je pourrai jamais voir, c'est ceux que j'ai tournés. Parce qu'il y a toujours trop de souvenirs de toutes les étapes, tout ce qui s'est passé autour de chaque moment. Et... non. Tout de même, d'ailleurs, je pense que les écrivains ne peuvent pas lire leurs livres parce que... oui, ils doivent se souvenir eux aussi des... Mais il y a forcément plus d'anecdotes sur un film parce qu'il y a toutes les rencontres, toutes les personnes. C'est ça qui est tellement... je crois que c'est ça quand même qui est fort dans le cinéma, c'est que on rencontre beaucoup de personnes, soit les comédiens bien sûr, mais aussi les personnes qui ne sont pas sur l'écran, mais qui sont souvent très importantes. Pas seulement les personnes avec qui on travaille vraiment pour le scénario, pour les dialogues et tout, mais même les personnes de l'équipe qui sont parfois les plus importantes, c'est pas le plus évident. Et ça c'est formidable. Enfin, même si parfois c'est difficile, parce que c'est pas toujours idyllique un tournage, loin de là. Et un film, après coup, oui, c'est davantage des... Je crois que c'est impossible de revoir... Enfin, pour moi, c'est impossible, je crois, pour tous les cinéastes, de revoir un film sans brusquement que tous les fantômes reviennent. Et c'est des... Mais c'est vraiment des fantômes. Parce qu'en même temps, les gens sont là, Les gens sont là, mais... Oui, certains continuent à les voir, mais c'est plus... je veux dire, Bulle de l'amour fou, c'est pas comme Bulle du Pont du Nord, c'est quand même ces deux rapports complètement différents, parce que les personnages étaient différents, parce que l'époque était différente, parce que nos rapports même étaient différents, puisqu'il s'était passé plusieurs films entre les deux. Enfin, j'ai pas du tout les mêmes souvenirs. C'est
pourquoi c'est bien, c'est pourquoi je suis très content d'avoir fait 5 films avec Bull et j'espère avoir l'occasion d'en faire encore d'autres parce que c'est un accompagnement avec parce qu'il y à a- chaque fois des rapports complètement différents. Ouais. Parce qu'il y a Bulle années 60, c'est l'amour fou. Oui, Il y a Bulle années 70, il y a beaucoup de films, disons. je oui sais mais pas, qui sont Duel. à chaque fois, les personnages ne sont Et pas les puis il y a mêmes. Bulle années 80 à partir du Pont du Nord, et puis le tout dernier film, Le Monde des Caps. Et donc tu as quand même une actrice très, très particulière, très importante pour toi, et en même temps, on a trois décennies. Et on voit. Oui, et des moments de vie privée, même bon, le fait que quand on a tourné L'amour fou, Pascal était une petite fille, et puis ensuite cette petite fille a grandi, elle est devenue une comédienne avec qui a tourné avec sa mère un rôle à égalité, et puis dans le dernier film, même si on n'en parle jamais, c'est pas le sujet du film, c'est évident que la présence de Pascal était très forte entre Bull et moi. Enfin, c'était impossible de faire cette histoire sans penser à elle tout le temps. Dans son gueulois post-mortem. C'est magnifique, oui, ça c'est la réponse de Surena. Elle est très célèbre, mais elle est superbe. Quand on pense que c'est la dernière pièce de Corneille et qu'il a 70 ans quand il écrit ça, pratiquement. Comme je n'ai plus Dieu verrait la Oui, tournée, oui. comme je n'ai plus de vin, mais celle-là, elle est belle. Que tout meurt avec moi, madame. Que m'importe, c'est ça? Je lis très mal. Parce que... qui foule après ma mort la terre qui me porte. Sentiront-ils percer par un éclat nouveau ces illustres aïeux, la nuit de leur tombeau? Respireront-ils l'air ou les feront revivre ces neveux qui peut-être auront peine à les suivre, peut-être ne feront que les déshonorer et n'en auront le sang que pour dégénérer. Et alors c'est là où il y a les 4 vers tellement extraordinaires. Quand nous avons perdu le jour qui nous éclaire, cette sorte de vie est bien imaginaire. Et le moindre moment d'un bonheur souhaité vaut mieux qu'une si froide et vaine éternité. C'est sa dernière pièce et il dit à la postérité ce qu'elle méritait. Qu'il n'en a rien à attendre. Enfin, qu'il n'en attend rien. L'idée du bonheur est beaucoup plus forte dans Corneille que l'idée qu'on s'en fait, qu'on inculque, et ça tout du long des pièces, depuis la première jusqu'à la dernière. Mais c'est un bonheur très, très furtif. Celui que les héros peuvent avoir, oui, mais celui auquel ils aspirent, non, ils aspirent vraiment souvent à un vrai bonheur profond qui leur échappe. Ils leur échappe parce qu'ils sont des héros tragiques. Non, cela dit, il y a beaucoup de pièces de Corneille dont les dénouements sont heureux. Heureux, mais graves.
Il y a quelque chose dans Surena qui m'a fait penser à tes films, c'est que la curiosité, au sens strict du terme, il joue un très grand rôle. Il y a des scènes entières sur dis-moi qui c'est, si ce n'est pas lui, c'est lui, lui. On trouve par déduction qui aime qui. Et pour moi, c'est une des grandes constantes de tes films. C'est tout bêtement la curiosité, qui est à la fois un vilain défaut et quelque chose qui fait que tout devient intéressant. Non, c'est pas un défaut. Non, mais je le dis par pure provocation. Alors Entre là, guillemets, vraiment, la curiosité, pour moi, et c'est pour- la... il me Je semble sais que pour pas, toi, je sais au pas contraire, si c'est dans la les reine films- des vertus. Mais absolument, Voilà. absolument. Alors là, vraiment, le jour où la curiosité disparaît, alors il n'y a plus qu'à se coucher et attendre le dernier soupir. Vraiment, je crois que c'est vraiment la curiosité qui est la seule chose qui fait bouger, qui fait agir, qui fait... dans tous les domaines. Oui, bien sûr. Mais moi, je pensais à la curiosité au sens le plus simple du terme. C'est qu'est-ce qu'il y a juste après? Ou quelle est la chose qu'on me cache, mais juste une chose, pas les secrets de l'univers, pas les fins dernières. Juste, qu'est-ce qu'il y a juste derrière? Bah, ça, c'est d'une part le fait que c'est le sentiment qu'évidemment on voudrait faire éprouver par le spectateur pour qu'il ait envie de rester et qu'il attende au moins la scène d'après. Peut-être que celle-là l'intéresse pas beaucoup, mais qu'il ait envie de voir la suivante. Bon, ça, c'est la dramaturgie. Oui, Mais il y a aussi... oui, mais c'est La important curiosité la dramaturgie. comme, Quand tu lis justement les examens, les trois grands examens que Corneille a écrits pour servir de préface à son édition, vers aux 2 tiers à peu près de sa vie avant d'écrire les dernières pièces, c'est entièrement ce genre de questions qu'il se pose, enfin tout au moins qu'il pose dans les examens, uniquement sur la structure, comment maintenir l'intérêt. Bien sûr, oui, mais ça, c'est l'obligation de mettre le temps de son côté. Et ça, tous les raconteurs d'histoire, toujours font ça. Tu avais cité Scheherazade une fois, je crois que c'est vraiment... Oui, nous, on a une théorie, c'est sur le syndrome de Scheherazade. C'est-à-dire que Scheherazade raconte des histoires pour reculer deux choses. Sa mort Reculer sa mort. et éventuellement un rapport trop proche avec son Quand il auditeur. s'appelle Charles, non, J'ai oublié son nom. ça fait rien. Et donc le problème, c'est la curiosité entraîne, comme on dit en football, jouer les prolongations. C'est-à-dire mettre le temps de son côté, c'est-à-dire gagner du temps, mais en gagner goutte à goutte. Pas trop, parce qu'après on ne saurait pas quoi en faire. Et des fois, on a le sentiment que tu es une sorte de Scheherazade, finalement, même si on est parti de Corneille. Oui, mais ça, je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui essayent de jouer avec la fiction. Ça me semble impossible. Enfin, je crois que Scheherazade est notre patronne, si on peut employer ce mot pour une... Oui, mais tu dirais pas ça de Fritz Lang, quand même. Si. Je sais pas, je prends n'importe quel cinéaste où il y a plus que la curiosité, Il y a la morale chez Fritz Voilà. Lang. C'est vrai que quand je l'avais rencontré, je l'ai seulement rencontré une seule fois pour faire un entretien qui s'était passé par Lloyd Tessner interposé, puisqu'il je parlais pas assez bien anglais. Et ça, c'est la chose qui m'avait frappé. Il ne parlait que de morale, uniquement de morale par rapport aux spectateurs quand même, mais... Et est-ce que pour toi, la morale, c'est pas de procurer au spectateur du temps supplémentaire, du temps de fiction, qui naît de la curiosité, qui est toujours quelque chose après, mais qui ne fasse de tort à personne, c'est-à-dire qui ne soit pas une curiosité qui soit du voyeurisme, du viol, l'infâme petit secret, freudien, des choses comme ça. Est-ce que c'est pas dans ces eaux-là que toi tu as mis la morale? La morale de Scheherazade.
de rester sur une certaine, comment dire, Gagner du temps sans le voler à personne. Voilà. oui, et en même temps, en ayant effectivement un grand scrupule, peut-être excessif, peut-être qui empêche à, à être trop... Parfois je me le reproche, à être trop plus cru, plus grossier peut-être, plus concret parfois. À ne pas parler très directement de certaines choses intimes. Avoir en effet une pudeur peut-être excessive par rapport au secret même des personnes, enfin je veux dire des personnages, qui peut-être finalement auraient envie d'être sinon violés, tout au moins poussés davantage dans certains de leurs retranchements, et j'ai en effet une grande timidité à les... Oui, parce que le personnage dit et moi, et moi, et moi, et puis l'acteur à travers lui. Oui. Et toi, tu dis non, l'histoire, le mouvement collectif, le mouvement global. Donc c'est un peu un moment l'histoire ou le personnage, il faudra choisir. Mais le personnage Oui, parce que j'ai toujours veut quelque chose. Mais le personnage pour moi est toujours lié au comédien, et je ne veux pas violer le comédien. Enfin, j'essaye. Ce qui m'empêche peut-être d'obliger le personnage à dire des choses que, puisque le rapport ne passe pas par une fiction écrite à l'avance, mais par quelque chose, une fiction au contraire qui se fait en même temps que le tournage, où donc, et en effet, il y a un contrat avec le comédien. Alors c'est peut-être la rançon de ce contrat et certaines choses, je ne peux pas, je me sens incapable de les aborder, parce que ce serait une violence, Donc on laisse à deviner, ou c'est à lui brusquement peut-être de laisser entrevoir un secret qui ne sera pas en tout cas étalé. Ça certainement pas. Tu veux faire la veille, s'il te plaît? Tu veux appeler la veille téléphoner pour le matin de 10h, s'il te plaît? S'il te passe? Hein? Pourquoi tu me gardes près de toi? Quoi? Pourquoi tu te débarrasses pas de moi? C'est facile puisque je suis folle. Pourquoi tu dis ça? Hein? Tu sais, Sébastien, j'ai bien réfléchi. Le mieux, c'est qu'on se sépare. Peut-être seulement quelques semaines, le temps de réfléchir chacun de notre côté. Peut-être qu'après, on pourra revenir comme avant. Peut-être. Peut-être. Tu crois que c'est nécessaire? Sébastien, je vais partir. Je vais partir demain matin. Faut pas t'inquiéter pour moi, tu sais, je t'assure. C'est la seule chose à faire. Il le faut. Il le faut. Il ne le faut pas. Il le faut. Je veux pas.
cette façon de travailler très proche, comme ça, en fouillant quand même la personnalité des gens, rapproche. Et c'est vrai que Jacques Rivette, c'est pas un type de personne avec qui on va bouffer le soir en se tapant sur l'épaule. Il a une vie très secrète. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait en dehors des films. Moi, je ne le vois que pendant les films, ou quelquefois dans des salles de cinéma, ou quelquefois sur les Champs-Élysées. Et à cette occasion, on va manger ensemble. Mais c'est pas mon copain. C'est une relation exceptionnelle à l'intérieur d'un travail commun, ou d'un travail de création, moi je dirais plutôt. Enfin, d'artiste, je pourrais aller plus loin. Et oui, Jacques, non, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de raisons de se rencontrer. Je le rencontre quelquefois dans des librairies. Si je prenais le métro, je le rencontrerais dans le métro. Et malgré tout, quand je l'ai connu, c'était le film qu'on a fait, c'était en 67. Alors j'avais un énorme respect. Pour moi, c'était un adulte et moi, j'étais encore une enfant. Et maintenant, on s'est complètement rejoints. Il n'y a plus de différence d'âge, c'est pareil. Et quand il me dit « Excuse-moi, Bulle, j'ai pas répondu au téléphone. Pendant 3 semaines, le téléphone m'a agressé. » Je ressens exactement cette névrose qu'il peut peut-être avoir de pas d'être dérangé par la sonnerie du téléphone comme venant de l'extérieur, parce que j'ai aussi les mêmes inquiétudes. Et maintenant, je crois que Jacques et moi, il n'y a plus de différence de génération, c'est pareil. Donc on traverse les mêmes angoisses, les mêmes inquiétudes, les mêmes trous noirs, les mêmes puits. Et ça nous rapproche, on n'a pas besoin de se parler beaucoup. Il y a une douceur comme ça qui s'installe. Et si vous voulez, moi, il a traversé 20 ans de ma vie. C'est beaucoup, surtout entre 25 ou 28 et 48. Par là, dans ces eaux-là, pour pas être trop précise. Et c'est les plus belles années, quoi. Dans ces années, j'ai vécu énormément de choses. Et lui, certainement aussi. Donc, j'ai traversé ces 20 ans de sa vie. Et 6 films en 20 ans, c'est normal pour un metteur en scène. Il ne fait pas un film plus que tous les 2-3 ans. Donc, c'est déjà pas mal d'avoir fait 6 films. Ça veut dire que, étant donné cette façon de travailler ensemble, c'est vrai que j'ai l'occasion de me sentir proche, même si on ne se voit pas souvent. Ce que je peux dire, c'est que c'est difficile de parler de Jacques Rivette parce que il est tellement secret que la moindre chose qu'on peut dire sur lui ou sur ses films ou sur sa façon de travailler, comment il vit, on a l'impression d'être terriblement indiscret, mal élevé. Et donc, moi, je n'ose pas dire tout ce que je pense, si vous voulez. Je pense plein de choses sur Jacques, comme personne et comme metteur en scène. Mais c'est pas bien, j'ai pas envie de le dire. Je trouverais ça de mauvais goût. Et presque comme une trahison, mais c'est stupide, naturellement, mais c'est comme ça. Alors, ça vient de lui. On parlait de la durée des films. Très très souvent, on entend dire que les films que tu vois sont trop courts, qui seraient mieux plus longs. Toi-même, tu as fait souvent des films très longs, donc tu tiens à cette idée de longueur.
J'ai l'impression que il y avait un art dans les films d'il y a 50 ans, effectivement, de la brièveté, de la condensation des événements, des idées, qui est vertigineux quand on revoit ces films-là et qui a été complètement perdu. Parce que, bon, il y a des époques pour toutes les choses. Enfin, parce qu'on est passé, je crois, comme le dirait Deleuze, dans une époque enfin, il le dirait beaucoup mieux que moi, mais où le temps n'est plus... n'a plus la même vitesse, enfin, c'est pas la même densité, ni le même tempo, comme s'il y avait un avant Antonioni et après Antonioni qui a... Bon, je dis Antonioni, il n'est pas le seul, mais il a été effectivement un des cinéastes qui ont très fortement marqué cet infléchissement de la durée. Et que maintenant, dans les durées des fictions contemporaines, il faut 3 heures, là où il en fallait une il y a 50 ans. Mais 3 heures pour raconter la même histoire ou pour raconter une histoire? Pour réussir à raconter une histoire? Pas la même histoire, Pas la évidemment. même. Pas la même histoire. Mais j'ai revu, par exemple, il y a 2 mois, le vieux film de Capra, It Happened One Night, New York, Miami. J'ai été absolument sidéré par ce film, dont j'avais un souvenir agréable et confus. Par sa modernité d'abord. Mais modernité, parce que d'une certaine façon, c'est le premier road movie. C'est entièrement, en effet, un voyage, non pas de New York à Miami, mais de Miami à New York. Et avec les incidents, tantôt c'est l'autocar, tantôt c'est le stop, tantôt c'est les moyens de fortune. Avec progression donc, dans les sentiments des personnages. Et avec des gigantesques parenthèses où l'histoire s'arrête, ça j'avais totalement oublié, dans l'autocar, brusquement, tout s'arrête, on écoute, il y a la chanson des jeunes hommes au trapèze volant, dont on a tous les couplets. Avec à chaque fois, bien sûr, Capra trouve des nouvelles idées pour chaque couplet, ça devient de plus en plus étonnant. Et ça dure 1h30. Enfin, 1h40 peut-être. Maintenant, je suis persuadé que pour aller de Miami à New York, dans un film qui aurait la même densité de situations et de personnages. Les cinéastes sérieux, ça ne pourrait pas faire ça moins de 3 heures. Ça, c'était le même voyage. Donc, les moyens de locomotion ne sont pas plus rapides maintenant, ils sont plus lents qu'il y a 50 ans. C'est ça, oui. C'est-à-dire Il faut beaucoup plus de temps maintenant pour aller de Miami à New York qu'en 1934. Ça, c'était... Oui. Mais tu crois que ce qui fait la différence, c'est que quelqu'un comme Capra, quand il commençait à raconter son histoire, il savait en gros comment elle allait finir. Il n'avait pas trop de problèmes sur la fin, et qu'à partir de là, il pouvait inventer beaucoup, entre-temps, soit dans la digression, soit dans l'ellipse, alors qu'à partir d'un certain moment, et pour des raisons de fond, dont on a déjà parlé, des raisons de morale, il a été impossible à un cinéaste moderne, post-antonionien,
comme toi, de dire je commence mon film et je sais qu'il finira par soit bien, soit mal, soit par le triomphe du bien, soit par le triomphe de la c'est le morale. dénouement qui est devenu impossible. Donc s'il n'y a plus de dénouement, Oui, oui. tous les temps deviennent cycliques ou circulaires, et puis ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures. Donc ce serait moins l'histoire qui serait un problème que le fait qu'on a perdu, et peut-être que seuls les C'est-à-dire que Américains n'ont maintenant, jamais eu la bonne conscience du mot fin. Les journalistes n'épousent plus des milliardaires aussi facilement qu'à l'époque de Clark Gable et Claudette Colbert. Et quand tu es revenu sur Terre avec le Pont du Nord, donc au début des années 80, c'était avec le sentiment de... On s'adapte aux choses telles qu'elles sont, on arrête de tenter le diable, de se prendre pour Prométhée, et on revient au monde tel qu'il est. Et on se souvient quand même que les années 80, au début, elles ont été rugissantes, euphoriques, ludiques, très pétaradante. Enfin, et ton film, tout d'un coup, rejoint ça. Là, on sent qu'il y a quelque chose de très volontaire, pas de volontariste, de volontaire là, dans la démarche, qui fait le Pont du Nord et qui te permet de prendre à ton tour les années 80. C'est un moment qu'on sent, une décision comme ça. C'est plutôt... Exactement comme Bull dit à la fin, je suis vivante, moi. Oui. Voilà, cette scène magnifique. C'est plutôt que pour, en ce qui me concerne, mais j'ai l'impression que ça concerne bizarrement, je ne dirais pas tout le monde, il y a toujours des exceptions, mais beaucoup quand même des cinéastes de ma génération et des générations suivantes. Après Out, ça me semblait impossible de parler dans les films du monde contemporain, du monde qu'on appelle réel. Et j'ai eu une envie très forte à ce moment-là de fiction plus ou moins fantastique, que j'ai pas toute filmée, puisque d'abord le premier projet c'était après entre Out et Céline et Julie, c'était un film qu'on voulait faire avec Jeanne Moreau et Phoenix. oui, Juliette Berthaud et Michael Lonsdale, bon, qui était une histoire autour du mythe de Sarah Bernard mélangé un petit peu au fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Enfin bon, c'était donc déjà totalement dans... Et tout ce qui a suivi, c'était effectivement des histoires différentes les unes des autres, mais qui avaient en commun de refuser totalement, complètement la France des années 70. Ça, c'était évident que d'un seul coup, j'avais plus envie du tout de la regarder, celle-là. Et après, bon, quelques étapes, des films plus ou moins réussis, dont certains étaient loin de l'être complètement, ou enfin des films malheureux en tout cas, surtout que ce soit les deux derniers, Norrois et Merry-Go-Round, sont des films malheureux, qui ont été très peu montrés, et qui sont des films boiteux, ça c'est certain. Quand j'ai été trouver Bull en lui disant bon, il faut absolument qu'on essaye de refaire un film ensemble, et j'ai envie de le faire avec toi, c'était avec l'idée qu'on n'était pas sorti du tout de ce moment malheureux, et au contraire avec l'idée que ça allait durer, et puis qu'il fallait qu'on en prenne notre parti, mais que pour en prendre notre parti, il fallait qu'on mette ça dans une fiction, dans un film. Et c'est pourquoi dans Le Pont du Nord, il y a cette insistance sur qui peut paraître anecdotique après coup, 10 ans après, sur les affaires, les scandales justement de la fin des années 70, que ce soit l'affaire de Breuil ou le suicide ou pas suicide de Boulin, ou
ou l'assassinat de Mesrine, enfin bon, ce genre de choses. Comme symptômes, mais symptômes forts, symptômes... Et le film a été tourné, enfin en tout cas, de mon point de vue, je l'ai entrepris, pas du tout dans cette ambiance d'euphorie du début des années 80 dont tu parlais tout à l'heure, mais au contraire, avec l'impression d'être dans un pays, la France, bloqué par chose, pas la peine de développer ici, tout le monde s'en souvient. Il se trouve que, oui, effectivement, ce sentiment du blocage, il était fort et qu'il a amené un certain déblocage. Alors peut-être que la mort de Bulle, c'était quand même très inconsciemment de ma part ce à quoi faisait allusion ce que disait Renoir, qu'il faut tuer un innocent pour que les choses puissent continuer et reprendre. Donc, quand tu es en train après de faire le film, de le tourner, d'un côté tu en es le maître d'œuvre, tu en es quand même le responsable, mais il y a toujours ce thème de la curiosité. Et comment les deux se mélangent, c'est-à-dire que tu es le premier spectateur de quelque chose qui naît, et en même temps c'est quand même toi qui le fais naître. Ah oui, mais alors on n'a pas du tout... Enfin, le sentiment que j'ai à ce moment-là, peut-être c'est que je suis maître de rien du tout. C'est qu'il y a vraiment toute une machine qui a été mise en route. Bon, c'est une part objectivement, c'est vrai, et que d'autre part, alors il y a une logique vraie, fausse. On pourrait en discuter. Du film qui est la plus forte et qu'il faut essayer de suivre et de respecter et qu'on n'est absolument pas... non, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. C'est à la fois... c'est bien d'ailleurs quand on a ce sentiment-là parce que on se sent guidé. On se dit, bon, ça, non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça, oui, peut-être, en effet. Pourquoi, comment? Ça fonctionne à l'instinct, c'est pas... On essaye parfois avec Pascal, de discuter de ça de façon plus rationnelle, mais pas trop, parce que si on est plusieurs à avoir ce sentiment que non, vraiment, non, ça c'est pas possible, en effet, il faut s'y tenir. Parfois, on n'est pas d'accord entre nous à ce moment-là. Mais sinon, il y a une... Et je crois que c'est comme ça que c'est intéressant. À partir du moment... Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai. C'est qu'un film, en effet, n'a une chance d'exister vraiment que si on a assez vite ce sentiment-là qu'il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui sont pas qui sont nécessaires, d'autres qui sont possibles et d'autres qui sont franchement impossibles, qui sont barrés. Il y a un stade à partir duquel le film existe, même s'il est... Il faut essayer, bon, c'est une métaphore que j'invente pas maintenant, qui a été souvent utilisée, pas seulement d'ailleurs pour le cinéma, comme s'il y avait un objet, on peut dire une statue, mais bon, ça peut être simplement une vase, même un ustensile, un peu ébréché, qui est enfoui. On n'a
par hasard déterrer un petit bout. Après, il faut essayer de sortir sans trop l'abîmer. Ça peut paraître absurde de l'extérieur, ce sentiment-là, parce que c'est vrai que d'un autre côté, dans l'absolu, on fait ce qu'on veut. Mais peut-être qu'il y a un moment Ça aide en tout cas beaucoup pour avancer, ça aide beaucoup d'avoir soi, de façon peut-être totalement absurde et comment dire, comme un imaginaire. Ça aide à avancer, surtout quand on n'a pas fait rien d'écrit, rien de... On a seulement le... Il n'y a pas le mot français. Là, justement, je lisais là, ces jours-ci, je t'en parlais tout à l'heure, cette édition là, d'Edgar Poe qui est parue il n'y a pas longtemps, et où l'annotateur remarque que Baudelaire traduit toujours, dans des textes comme Genèse d'un poème, il traduit par plan ce que Edgar Poe écrit plot. Mais effectivement, plot, qui est à la fois intrigue, il y a plan aussi, mais il y a un élément dynamique dans plot que plan ne donne pas. Il y a déjà le sujet dans plot. C'est un mot que j'aimerais bien pouvoir naturaliser français, pour dire quel est le sentiment. Oui. Je me demande si plot et complot ne sont pas étymologiquement reliés. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, il y a quand même donc toujours quelque chose de préexistant, soit de maléfique, qui serait le complot, soit de bénéfique, donc qui est le film qu'il faut... Le plot. Qu'il faut... Le plot qu'il faut dénouer. La plot. Voilà, on va l'appeler la pelote, là. Trouver un nouveau mot. Est-ce que par exemple les choses possibles, impossibles, elles sont aussi au niveau des choix techniques par exemple? Un moment, dire on ne fera jamais de chant contre chant parce que le film le refuse totalement, ou au contraire on peut en faire. Bien sûr. Bien sûr, et chaque film a ses propres... Enfin, en ce qui me concerne, chaque film a ses propres règles techniques. C'est pas aussi affirmé. Bon, un cinéaste comme Oshima a poussé ça très loin. Le fait que chaque film a vraiment sa technique. Certains traitent des coupés, d'autres des plans séquences, etc. Bon, c'est moins systématique pour moi. Enfin, mais c'est vrai qu'il y a... Bon, ça dépend d'abord des moyens matériels. Bon, un film comme le Pont du Nord, on est en 16 mm, on est pauvre, on n'a pas de machiniste, on est avec la petite caméra sur son pied. Donc éventuellement on fait des plans fixes, on fait des panneaux. Parfois Willy prend la caméra à la main pour certains plans qu'on ne peut pas faire autrement. C'est tout. Réjouisse-toi tranquille, il picorait des phoques. On se réchauffe à coup de Valérie, là. Mais entre l'art et la sainteté, on peut peut-être hésiter. Moi, je me suis jamais senti aucune disposition pour la sainteté. Alors, je préférais choisir la voie de l'art, même très imparfaite. Tu ne crois pas en même temps que le saint, il fait avec ce qui est, il fait avec les gens comme ils sont, il fait avec ce qui existe, il fait plutôt ce qu'il peut plutôt que ce qu'il veut. Il y a quand même des points communs avec un certain type de cinéaste, un certain type d'artiste. C'est pas... Oh, c'est très impur, les artistes. Je veux dire,
Moi, j'ai toujours été frappé par cette phrase que je vais citer de façon très imparfaite de Bernanos. Enfin, il l'a dit souvent, enfin, qu'il n'y avait que trois personnes, qui le touchaient vraiment, les enfants, les héros et les saints. Trois formes de l'innocence quand même de là. Et un artiste n'est jamais innocent. Alors, il y a une part de crapulerie fondamentale dans toute forme. Enfin, je veux dire, même les plus grands, c'est-à-dire peut-être que justement les plus grands sont ceux qui arrivent à dépasser la crapulerie, la manipulation. C'est une crapulerie par rapport aux autres ou par rapport... Non, je crois que même un peintre qui est quelqu'un ou un musicien... Non, même, je veux dire, même les plus grands, enfin, même pas. C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est un paradoxe. Non, ils ne sont pas du côté de la sainteté. Parce qu'il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas d'oubli de soi comme justement il y a dans l'enfant, parce qu'il est totalement ouvert à l'extérieur, ou dans le héros quand il est vraiment dans l'acte d'héroïsme, enfin le héros cornélien, le Cid, enfin je veux dire pas le héros cornélien tardif, le saint par définition.